Vous écoutez l'épisode numéro 7 avec notre invitée spéciale, Evelyne. Evelyne, bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Alors, je commence mes interviews en général par ce que j'appelle une prise de température, mais en vrai, il s'agit plus d'une prise de confiance. Alors, Evelyne, dans ta vie de tous les jours en général, à combien estimes-tu ton niveau de confiance en toi sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 7. Voilà. Super. Et pour continuer à faire plus ample connaissance et à ce que nos auditrices apprennent à te connaître, je poursuis avec un petit portrait chinois pour Ça tombe bien. exactement pour continuer à faire connaissance. Alors, Mhm. si tu étais un dessin animé, Waouh. Là, ça fait longtemps, hein. J'en ai pas en tête. Euh, je sais plus comment il s'appelle, mais le petit garçon là qui part avec son grand-père dans sa maison, qui est tiré par les ballons. oui, Bon, c'est pas un là-haut. dessin animé, c'est un. Oui, voilà. Bon, c'est un film d'animation, mais voilà. Je dirais celui-là. Ok, super. Si tu étais une mauvaise habitude, Euh, Me poser des questions. Voilà. Ouais. si tu C'est pas étais un forcément mauvais, mais. paysage, non, c'est pas. Euh, un paysage. euh, un paysage vert, plutôt. Des arbres. Si tu étais un sport, La danse. si tu étais un animal, Un chat. si tu étais un livre, Hmm. Bah, je suis retombée sur le bouquin Les 4 accords Toltec, là, dernièrement. Donc, je dirais celui-là. si tu étais une pièce de la maison, Le séjour. si tu étais un élément, Euh, Le feu. et si tu étais une cause. Euh, L'inclusion. Merci pour ce partage. Et entrant dans le vif du sujet, que fais-tu dans la vie, Evelyne? Qu'est-ce qui t'anime? Alors, ce que je fais dans la vie et ce qui m'anime, donc j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Aujourd'hui, donc je suis coach professionnel. J'accompagne des cadres, dirigeants, des hauts potentiels qui évoluent en entreprise. Et donc, je les aide à travers leur vie professionnelle, de l'orientation, la prise de poste, au fait de voilà d'interagir avec les autres sur le lieu de travail, ce qui parfois n'est pas évident pour tout le monde. Voilà, donc à se sentir mieux en étant soi avec les autres. Un sacré programme. Et juste pour nous éclairer, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est un haut potentiel? Alors, il y a deux notions. Il y a les hauts potentiels intellectuels sur lesquels il y a pas mal de choses qui ont été communiquées dans les médias, etc. Dernièrement, profil atypique. Et il y a les hauts potentiels entreprises. Donc, ceux-là sont, comme moi je les qualifierais, donc des personnes qui ont été identifiées par l'entreprise pour leurs compétences, leur envie d'avancer, d'évoluer au sein de l'entreprise et voilà, qui font partie parfois d'un programme de développement de compétences, etc. Donc, je vois un peu les deux notions avec parfois un recoupement entre les deux. Voilà. Des hauts potentiels qui évoluent en entreprise peuvent être aussi HPI et voilà. Mais l'un n'est pas l'autre, mais il peut y avoir une intersection entre ces deux populations.
En t'écoutant, une question qui me vient, est-ce que c'est ce profil de personne est plutôt sujette en entreprise à du burn-out ou plutôt à du bore-out, étant donné leurs capacités Un multiples? peu, oui, bah, justement, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu des deux en fait. Bon, vu de ma fenêtre par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est peut-être une population qui est peut-être plus sujette à du bore-out et du burn-out par rapport à, je dirais, euh, l'ensemble, voilà, enfin, par rapport aux autres, je vais dire. Voilà, parce qu'il y a ce besoin de trouver du sens. Et donc, si on ne le trouve pas, ça peut mener à du bore-out. Il y a aussi le fait d'avoir des niveaux d'exigence qui peuvent être parfois élevés, de prendre à cœur des choses qui ne sont pas pour d'autres. Et voilà, de se lancer, parfois au détriment de sa propre santé ou de ne pas voir ses propres limites et parfois d'aller jusqu'au burn-out. Donc, voilà, donc je dirais que je verrais plutôt un peu des deux, quoi. Enfin, pas forcément l'un ou l'autre, mais je trouve que cette population peut être plus sujette à ces deux phénomènes en entreprise. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir justement cette cible? Est-ce que c'est parce que toi-même tu es haut potentiel? Alors, oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe international dans lequel j'ai été flaguée au potentiel, dans le sens où on voyait en moi un potentiel d'évolution au sein de l'entreprise, et cetera, prendre des postes à responsabilité. Donc là, c'était le premier indice, mais auquel je me suis pas du tout, j'ai pas du tout tilté en fait. Et ensuite, au fur et à mesure, oui, je me suis rendu compte que heu, ce que j'aimais faire, c'était accompagner, les hauts potentiels qui évoluent en entreprise, parce que j'y étais. Donc voilà, donc c'était plus par affinité. Et puis comme ça, il y a un beau jour, il y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a une personne, qui m'a dit: «Mais depuis quand tu sais que tu es au potentiel?» Et bah, moi j'ai dit: «Mais je suis pas concernée, de quoi tu me parles? J'aime beaucoup travailler avec ces personnes, mais c'est voilà, c'est tout». Et puis finalement, j'ai commencé à, voilà, à connecter, comme on dit, connect the dots, tu sais, à me dire: «Tiens, bah, c'est drôle quand même». Je me suis, intéressée au sujet, tout ça. Et effectivement, bah, j'ai fait mon bilan il y a quelques semaines et bon, bah, je suis ressortie comme «au potentiel» entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ça me permet aussi ça m'a permis de mieux me connaître et puis de faire des liens entre ce que je faisais déjà naturellement et finalement, qui je suis, mon mode de fonctionnement, et cetera. Donc pour répondre à ta question, oui. Et, et du coup, quel est ton but, ton pourquoi au travers de ce métier et de cet accompagnement que tu proposes? Bah, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est d'accompagner chacun, bon, au potentiel ou pas, c'est pas forcément le comment dire? Je ne souhaite pas, enfin mon souhait, ce n'est pas d'être clivante, au contraire, si je suis, pour l'inclusion, c'est peut-être parce que, voilà, venant de là où je suis, hem, je comprends sans doute mieux les problématiques que ces personnes peuvent rencontrer. Et ce qui me fait lever le matin, donc, c'est de les aider à mieux se connaître, à trouver pleinement leur place, du sens à leur, vie professionnelle, mais aussi, bien sûr d'autres aspects. Mais généralement, c'est peut-être, l'angle par lequel ils viennent me voir. Et voilà, et à tout simplement trouver le juste équilibre avec qui on est dans sa singularité et dans le fait de vivre, avec les autres, quoi. Et chacun a un équilibre un peu différent, qui évolue aussi dans le temps. Mais voilà, et pour moi, c'est une façon de contribuer à, voilà, un monde plus harmonieux, avec plus davantage de tolérance et de favoriser l'inclusion par ce biais. Sacrée mission. J'essaye. Je fais de mon mieux.
Et sur un tout autre sujet ou presque, est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, tu éprouves encore des peurs ou des difficultés? Et si oui, comment utilises-tu tes outils de coach à titre personnel? Alors, des difficultés, oui, dans le sens où, voilà, il y a des situations inconnues, il y a des situations, par exemple, avec des relations, pas toujours, faciles. Par exemple, quand on rencontre des personnes, en entreprise, des clients, même dans le cercle, personnel, qui peuvent me faire, voilà, poser des questions sur, ou comment dire? Me déstabiliser. Hem et aujourd'hui, déjà dans mon parcours en tant que coach, ça m'a beaucoup permis de prendre du recul. Donc aujourd'hui, ça arrive, mais je le prends plus avec pas philosophie, mais avec plus de recul. Donc ça m'atteint beaucoup moins. Hem, voilà et puis, si je reviens aux accords Toltec dont je parlais tout à l'heure, voilà, c'est le fait de ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire, si j'ai un doute, bah, du coup, ou si j'ai pas compris, une remarque par exemple et ben, du coup, de poser la question, d'expliciter les choses, de façon, bon constructive et aussi, voilà, de ne pas le prendre personnellement. Donc, ce que dit la personne, hem, lui appartient. Ce qui est pas toujours évident, en cas enfin voilà, dans la vie de tous les jours, mais, c'est des choses que je suis de plus en plus à même de faire sur le coup, voilà, ou même, pas longtemps après, sans me laisser atteindre, voilà, de façon durable, quoi. Voilà, ce sont des événements, qui, heu, peuvent, qui arrivent et que je prends avec plus de philosophie, de sérénité, quoi. Et quand tu as un coup de mou, une petite déprime, si ça arrive encore, comment tu gères ça? Bah, moi, ma façon de gérer ça, c'est d'en parler avec des personnes qui sont proches de moi. Donc des amis, proches, mon mari. Enfin, c'est vraiment de m'appuyer sur mon réseau de soutien, voilà, des personnes qui grâce à elles, me permettent de me souvenir enfin de me raccrocher à qui je suis, à trouver du réconfort, voilà. Donc, de pas rester isolé vraiment ou se refermer sur toi, tu vas aller justement chercher à exprimer, à extérioriser ce mal-être entre guillemets auprès de tes proches, auprès de personnes dont tu as confiance pour justement faire sortir tout ça. Voilà, c'est ça, de partager, ce que je ressens à des personnes avec qui, je sais que ça va bien être accueilli, et pour moi, voilà, elles font partie de mes ressources, quoi. Quand ça va et que j'ai des choses, des ouais, des succès, à partager, bah, ça me fait plaisir de le faire avec elles et dans le même temps, lorsque, voilà, j'ai des contrariétés, bah, aussi, le fait d'en parler avec elles, ça me permet de me rebooster. En ce sens, aurais-tu une pratique ludique à partager à nos auditrices pour dépasser leurs peurs et réussir à s'auto-coacher en cas de difficulté? Hem, S'auto-coacher, alors ludique, je ne sais pas, mais ce qui peut aider, c'est, peut-être de prendre, voilà, de prendre une feuille, d'écrire en gros ce à quoi on va arriver en fait à la fin de cet auto-coaching. Par exemple, si j'ai, du mal à faire un choix entre, une chose et l'autre, c'est de et que ça me stresse ou hem, ça me ça me fait douter et cetera. C'est vraiment de prendre une feuille de papier, d'écrire ça, de dire: «Voilà, à la fin de cet auto-coaching, ce que je veux, c'est pour être clair par rapport à ma décision et me sentir, bien, avec la décision que je vais prendre». Donc de l'écrire, vraiment en grand et de revenir à ce qu'on souhaite, quoi. C'est-à-dire, voilà, quel est le plus important pour moi? Si je me projette dans 3, 6 mois, 1 an, finalement, qu'est-ce qui va être vraiment important pour moi? Hem
de revenir à ses valeurs, ses priorités dans la vie, et puis de regarder ses choix par rapport à ce qui nous guide, ce qui va nous guider dans les prochaines, dans les prochaines semaines, les prochaines années, et cetera. Parce que une fois dans le projeté dans le futur, quand on regarde derrière soi, on se dit bon bah voilà, la question qui me taraudait heu, pendant 3 semaines, finalement quand je regarde derrière moi, bon bah voilà, il s'est passé tout ça, et donc ça permet de prendre du recul et de remettre en perspective une décision dans tout le contexte de sa vie, pro, perso, et cetera. Donc, en gros, de bien définir ses valeurs déjà pour savoir si une action est en relation avec ses valeurs, définir ses objectifs et en cas de doute ou de difficulté, justement de reprendre tout ça, de le noter et vraiment d'identifier voilà, sa priorité à l'instant T pour éviter de se perdre dans trop de tergiversations, j'ai envie de dire. Ouais, parce que c'est vrai que quand on prend une décision, que ce soit un choix de carrière, un n'importe quoi, c'est jamais les mêmes critères qui sont dans la balance. Enfin, on compare pas, 2 pommes ensemble. Ça va être une pomme avec, une banane, j'en sais rien. Donc ça n'a rien à voir. Donc, on va pas faire une analyse, voilà, très très poussée, très, comment dire? Très rationnelle quelque part. Hem, Parce qu'on va comparer des choses qui sont très, très différentes. Hem et du coup, oui, le fait de bien se connaître, hem, de voilà, de se dire: «Voilà, qu'est-ce que je veux pour moi finalement? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi?» Ça permet de regarder, les événements qui nous arrivent avec un angle, différent, quoi, et peut-être de faire des choix qui sont plus en accord avec soi. Très bien. Le métier de coach aujourd'hui est quand même un métier, j'ai envie de dire, en vogue. Et, et j'ai pour habitude, en tout cas, j'ai une philosophie de me dire que nous tendons tous à un moment donné à être le coach de quelqu'un. On est un peu Mmh mh. tous le coach l'un des autres, enfin les uns des autres. Mais Mmh. est-ce que pour toi, un coach, en fait, pour toi, quelle est ta propre vision en fait de ce métier de coach? Est-ce que est-ce que bah voilà c'est propre à chacun ou est-ce que on va pouvoir y mettre à chaque fois sa touche, sa vision et sortir un peu du cadre s'il en existe un? Alors sur le coaching, je trouve que, chaque individu va y mettre sa touche quelque part, avec qui il est, avec, avec ses, comment dire? Sa vision des choses, par exemple des outils, des approches qui vont être, un peu différentes, une sensibilité qui va être différente, sa personnalité aussi. Il y en a qui vont être, peut-être heu, plus doux dans leur approche, et d'autres qui vont être plus confrontants, pour faire avancer, le coaché. Donc, ça dé moi je trouve que ça dépend beaucoup de chacun finalement. On y met beaucoup de sa personne, en termes de personnalité, et cetera, donc, Donc si à un moment donné on est tenté d'être accompagné, de se faire accompagner par un coach, ça mmh. va vraiment dépendre au final de l'affinité qu'on a avec cette personne et peut-être des méthodes ou des outils qu'elle propose. Oui, la partie, fit, l'alchimie entre le coach et le coaché est assez, est assez importante, je trouve. Dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, il y en a qui vont peut-être, il y a des par exemple des coachés qui vont peut-être aller chercher chez un coach, sa légitimité. Voilà, s'il a tant d'années d'expérience, s'il a telle, certification ou expérience dans telle, industrie, même si, finalement pour coacher, il y a vraiment pas besoin de ça, mais bon, c'est ce que le coaché va aller chercher par rapport à ce qui est important, pour lui, et ça se respecte, quoi. Donc, voilà, donc chacun va aller, projeter, aller chercher quelque chose qui est important, pour lui, pour tisser une relation,
de confiance de manière à être accompagné par un coach. Selon toi, tu nous disais que les hauts potentiels ont besoin notamment de trouver du sens dans leur vie, dans leur travail, dans ce qu'ils font et que c'est quelque chose d'assez prenant. Et donc, selon toi, quels sont les signes que nous ne sommes pas à notre place dans notre activité professionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit non, ça va pas, faut arrêter là? Ça peut être, ouais, c'est intéressant. Non, ça peut être, l'accumulation quand on commence à s'ennuyer, par exemple, ou tout simplement à un moment donné, quand on se rend compte que, on comprend pas, voilà, ce à quoi on sert, se trouver inutile, ce sentiment, de se trouver inutile. Hem, il y a aussi des événements aussi qui peuvent faire en sorte, voilà, que ça déclenche un déclic et puis, tiens, on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Par exemple, Hem, des crises, par exemple. Je connais, bah, voilà, j'ai eu, un coaché là, un client qui me dit, bah, voilà, avec ce qui se passe en Ukraine, et ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, je trouve que, voilà, demain si, il peut y avoir une crise, admettons, hem, même les enjeux climatiques, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, voilà, moi, je suis là en train de travailler sur mon PowerPoint à déplacer la virgule à gauche ou à droite, je vois vraiment pas l'intérêt, de ce que je fais. Donc quand on commence à s'ennuyer ou à se demander, en quoi, ce que je fais est utile, par rapport à ce que je vois autour de moi et qui me touche, ça peut être le moment de voilà, de se poser des questions sur, voilà, dans quelle mesure est-ce que je peux trouver quelque chose qui soit plus en ligne avec ce en quoi je crois, ce que je sais faire, en quoi je peux être utile, de façon différente, et cetera. Et il s'agit pas toujours de faire, un changement, drastique, hein, parce que j'en vois certains qui me disent, «Voilà, mais je veux pas faire tout de suite, voilà, changer complètement et cetera». Mais, il y a personne qui demande à ce que, voilà, vous démissionnez demain, voilà. Pour certains, peut-être que ça va se passer de cette façon, mais dans plein d'autres cas, c'est une enfin, il y a des transitions qui s'accompagnent, de façon, voilà, progressive, rassurante, il y a pas besoin de de se faire une frayeur, comme si on se jetait dans le vide, quoi. Donc, voilà. Voilà, on se calme, on pose des choses, on peut discuter, et trouver, son voilà, le juste, le subtil la subtile, dose qui voilà, qui va nous permettre de bouger, quoi. Justement, j'allais y venir. Est-ce que quand on ressent voilà ce truc de se dire je suis pas à ma place, je m'amuse pas super dans mon activité professionnelle, mais en même temps j'aime le cadre, ou voilà, il y a quand même des choses qui me plaisent dans ce que je fais, mais j'ai besoin de Mmh. changement ou de trouver plus de sens. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'un de tes coachés n'a pas été jusqu'à la démission, mais qui a réussi à adapter son poste ou des choses comme ça pour continuer à faire ce qu'il faisait, mais de manière plus épanouie? Oui. Quand, je vois justement chez certains coachés ce type de problématique, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de comment il ou elle exprime, ses envies, demande à faire autre chose. Et là, on en vient à, l'assertivité, le fait de pouvoir, voilà, dans quelle mesure est-ce que je suis, en capacité d'exprimer ce que je souhaite sans être agressif, sans, voilà, mais tout en faisant passer mon message. Hem, donc, dans ces cas-là, on voilà, on peut travailler sur, heu, bah, exprimer mon besoin, ma demande, soit au sein de mon entreprise, bah, voilà, aujourd'hui, je me sens, pas, voilà, pas forcément à ma place, j'aimerais pouvoir contribuer d'une manière différente. Dans quelle mesure est-ce que ça peut être envisagé? Heu et voilà, et d'avoir une discussion, assez ouverte et posée sur le sujet. Ce qui peut se passer parfois, c'est que comme la personne elle est pas forcément bien depuis quelque temps, il peut y avoir une accumulation d'émotions, de ressentis, qui peut faire un peu cocotte minute, quoi. Donc, et du coup, après de véhiculer un message qui est pas forcément, constructif pour elle,
pour l'environnement. Donc de façon à bien, enfin maximiser, on va dire, ses chances de faire passer un message et d'obtenir ce qu'on veut, hem, ça peut valoir le coup, voilà, de 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 formuler son message de façon différente, de le préparer, de façon voilà, à optimiser ses chances d'obtenir, ce qu'on veut. Après, c'est possible ou c'est pas possible, mais au moins voilà, il y a pas de regret par rapport à ce que à ce qu'on aura pu exprimer, et hem et voilà et parfois ça se passe, très, très bien. Il y a des personnes qui, voilà, ont changé de rôle, de type d'activité au sein de leur entreprise, ça leur convient mieux et puis c'est tant mieux. Justement, quand on fait appel à toi, est-ce que c'est via l'entreprise qui te contacte pour voir si, voilà, au sein de l'entreprise, la qualité de vie, c'est un grand mot, au Mmh mh. travail est respectée? Est-ce que les salariés sont satisfaits ou pas? Ou est-ce que c'est une démarche personnelle de la personne qui a envie de se sentir mieux dans son secteur professionnel qui fait appel à toi? Comment ça se passe? C'est les 2, ça peut être les 2. Donc soit parfois ça peut être, un manager d'équipe, par exemple, qui veut davantage intégrer, une personne de son équipe, l'aider à se positionner, pour que l'ensemble de l'équipe, fonctionne bien. Parce qu'étant donné que c'est un système aussi, et qu'ils évoluent dans un cadre, justement donné, ben, c'est si tout le monde peut trouver sa place et fonctionner de façon, à y trouver son compte et cetera, ben, tant mieux. Donc là, c'est plutôt, via, une entreprise et ensuite, il y a des personnes qui, en direct, me contactent, parce qu'elles se posent des questions, hem, voilà, qui peuvent être plus larges, hein, sur, voilà, est-ce que, ce que je fais, ça ne me plaît plus, mais alors je ne sais pas quoi faire d'autre. Ou alors ça peut être, aussi de se positionner, différemment, au sein de son environnement actuel. Quand c'est une démarche personnelle, et qu'au final, au travers des échanges que tu as avec la personne, tu te rends compte que c'est peut-être juste voilà, ce besoin d'améliorer un peu son cadre de vie au travail. Est-ce que tu vas intervenir auprès d'un responsable direct si le coaché, je sais pas, il se rend compte qu'il a besoin de changer de poste ou autre? Est-ce que toi, à un moment donné, tu vas intervenir quand c'est une démarche personnelle? Non, 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 dans tous les cas, enfin dans la relation de coaching, donc moi j'accompagne la personne à trouver ses propres solutions. Mais je n'interviens pas entre, le coaché, son manager, que ce soit, un client, particulier ou un client entreprise. Et c'est là que c'est important de garder une certaine, éthique et de ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir ou des enjeux qui seraient pas, voilà, posés dès le départ, quoi. Voilà, donc en tant que coach, j'accompagne un coaché dans son développement, professionnel, personnel. Ensuite, c'est à lui, de voilà, de prendre les choses, en main de la façon dont il le souhaite et je l'accompagne pour ça. C'est-à-dire comment formuler son message, comment, qu'est-ce qui peut se passer, l'aider à voir, bah, si ça se passe comme ça, du coup, comment tu réagis, si ça se passe pas du tout comme tu l'as souhaité, comment tu réagis. Le fait de pouvoir, voir sa situation suivant des angles différents, ça va aussi lui permettre de se sentir plus préparé et plus confiant dans sa façon de s'exprimer. Donc je l'accompagne dans toute cette partie, en amont des échanges qu'il peut avoir, par la suite et en fonction du choix qu'il fera, quoi. Est-ce que toi, justement, dans ta carrière professionnelle, tu as déjà ressenti ce sentiment de ne pas être à ta place et qui t'a peut-être amené à être voilà, coach aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Donc, la, comment dire? Je suis, globalement contre le gâchis de talent. C'est vraiment une cause, qui me voilà, qui me parle, je trouve qu'il y a tellement voilà, de diversité en termes de profil, d'envie et cetera. Je me dis quand même heu, voilà, avec ce collectif, hem, il y a sans doute un moyen de le faire fonctionner, peut-être en faisant des ajustements et cetera
Et du coup, oui, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Quand, je vois des personnes qui sont très talentueuses et qui, comment dire? Sont pas forcément à la bonne place, heu je me dis: «Il y a peut-être quelque chose à faire, quoi». Voilà, que c'est pas juste lié à la personne, mais si on regarde plus le système et le cadre et puis les différents, les interactions, hem, c'est, ça vient parfois de là. Donc quelque part, oui, je pense que aussi moi aussi ça me stimule de comprendre des problèmes un peu, ouais, un peu complexes, et puis d'amener, une contribution, de cette manière, quoi. J'en parlais tout à l'heure de la qualité de vie au travail. Mmh. On en parle beaucoup voilà, du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et toi, justement, quelle est ta position par rapport à ça? Qu'en penses-tu? Bah, je pense qu'au niveau des aspirations des uns et des autres, enfin, je vois, dans mes accompagnements que de plus en plus, les 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 personnes, peut-être le biais que j'ai, hein, c'est-à-dire, j'accompagne, quand même plutôt des profils potentiels, donc ça peut être un biais qui est amené par ça, mais cherchent à la fois à trouver du sens, à s'épanouir, professionnellement, mais ne sont plus non plus, enclins à tout sacrifier pour, heu, pour, heu, pour leur vie, pro, pour l'entreprise. Donc ça me ça me paraît, indispensable que ce soit, enfin, pour les entreprises, mais aussi pour l'individu, heu, en soi, de trouver, comme je disais, l'équilibre entre, voilà, ce qui me convient, ce qui m'épanouit et l'environnement dans lequel, j'évolue. Et pour les entreprises, c'est un vrai enjeu, aujourd'hui de pouvoir, intégrer ça, dans leur culture. Quel serait ton conseil pour stimuler ce bien-être au travail, justement, et ne pas attendre la situation parfaite, le patron parfait, les collègues parfaits, le bureau parfait? Hem, là, je trouve que le fait de se mettre dans un état d'esprit, heu, je fais de mon mieux, je progresse, c'est quelque chose qui peut être, intéressant à avoir, en tête. C'est-à-dire, je vais pas enfin, au sein de mon environnement, je vais pas avoir la main sur tout, et d'ailleurs, c'est plutôt sain de se le dire parce que dans le cas contraire, on pourrait s'épuiser, pour rien, enfin, ou voilà, sans les résultats, escomptés. Mais de se dire, par rapport à ce que je fais, enfin, on fait tous partie d'un système, d'un environnement, et le fait qu'on change, nous, qu'on puisse agir sur des choses sur lesquelles on a la main, on va forcément faire bouger ce système, et donc de revenir à ce qu'on a, la possibilité de faire, nous, en tant qu'individus. Oui, agir à son niveau avec les outils qu'on a à l'instant T, dans cet objectif toujours de faire avancer et d'être constructif plutôt que juste de pointer ce qui ne va pas au final. Oui, de prendre la responsabilité, enfin, de la situation à son niveau, de se dire: «OK, je choisis de», heu et heu et voilà, d'essayer de faire avancer les choses, à son niveau, puisque, un changement va peut-être en amener un autre, et voilà, petit à petit, ça peut faire évoluer les choses. Sur un autre registre, un registre que j'aime bien aborder dans mes interviews, c'est le côté de l'organisation. Mmh. Est-ce que tu as une journée type pour toi au quotidien? Non, je j'ai pas l'impression, en tout cas. Non, non, j'ai pas l'impression. Après, comment dire? Avec les différentes casquettes que je peux avoir, de maman, de professionnelle, et cetera. Oui, effectivement, il y a des contraintes, ou qui rentrent en ligne de compte. Bah, les enfants, voilà, c'en est un. Et ensuite, par rapport à l'organisation, c'est vrai que j'essaie aussi de faire attention à mon rythme naturel. Voilà, il y a des plages de la journée où je sais que je vais être plus créative,
pas tant en termes de temps, mais en temps d'énergie, de disponibilité et de créativité, enfin de oui, voilà. Donc par exemple, moi, je sais que c'est le matin. Donc le matin, généralement, je me focalise sur des par exemple, sur l'écriture d'articles. Généralement, c'est le matin, très tôt. Ensuite, ça va être, plutôt sur des sujets, qui vont me demander, d'être concentrée et l'après-midi, plutôt, dédié à tout ce qui est, interaction. Donc des échanges téléphoniques, des réunions et cetera. Donc ça, c'est plutôt, l'après-midi que je fais ça. Ok, donc suivre son rythme biologique, son énergie du jour et, euh, et avec une phase plutôt, entre guillemets, d'introspection, de concentration le matin et plutôt orientée vers les autres l'après-midi. Oui, oui, tout à fait. Et hem et je trouve que c'est un aspect qui peut être, assez intéressant à regarder. Par exemple, lorsqu'on commence, lorsque je vois, par exemple, chez les personnes que je coach, qui essaient à tout prix de rentrer dans un mode de fonctionnement qui n'est pas naturellement le leur. Alors bon, parfois, OK, c'est pas forcément possible de suivre complètement sa propre organisation parce que, il arrive qu'on travaille avec d'autres personnes, mais quand même d'avoir ça en tête, de se dire, «Bah, voilà, moi je sais que, le soir c'est plus compliqué pour moi voilà, de faire des exercices de synthèse, de faire, un rapport, détaillé, et cetera. Bah, voilà, bah, plutôt, je vais travailler d'une manière différente. Je vais mettre des post-it un peu partout, en mode plutôt brainstorming. Je vais arranger ça d'une certaine façon, plutôt en mode, mind map et je vais présenter ça comme ça et voilà, enfin, c'est ça va être l'organisation peut-être dans le sens, hem et prendre connaissance de son mode de fonctionnement et heu et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut, heu, le prendre en compte dans ce qu'on fait ou ce qu'on a fait jusque-là. Parce que, les choses vont peut-être paraître plus faciles, plus fluides, voilà. Ok, donc même si on est en entreprise et donc un peu soumis à un cadre, on a cette possibilité de d'organiser son emploi du temps, sa journée, en fonction à la fois de son rythme, à la fois du rythme de l'équipe, par exemple, et vraiment de trouver, on va dire, ce juste compromis entre toujours courir derrière les collègues ou inversement, les réunions, les échanges, et réussir à structurer, on va dire, un peu plus sa journée en temps de travail personnel, en temps de travail d'équipe. Mmh. Ouais, c'est ça. Ok, et ben ça c'est quelque chose que je note dans le sens où souvent on dit que d'être entrepreneur c'est bien parce qu'on peut aménager son temps comme on le désire, mais c'est vrai que pour moi qui travaillais aussi en entreprise avant, j'avais pour habitude de le faire, ça aussi, de me dire bah non, moi je suis plus voilà, productive le matin, donc je vais vraiment faire ce qu'il faut le matin. Et à chaque fois qu'on me demandait d'être en réunion, je leur disais, bah écoutez, si vous de votre côté, vous avez rien de prévu, on se cale ça l'après-midi. Comme ça, on pourra bah, faire le point et planifier la journée suivante ou la semaine suivante euh, les activités à faire. Et donc voilà, je voulais juste partager ça parce que ça me semble important de se dire, même si on est entreprise, on peut y arriver. Et au contraire, de le faire pour soi, ça permet aussi de formater ou du moins d'aider aussi les autres à faire de même pour se concentrer vers une meilleure productivité ou concentration. Et ce qui peut aussi amener à donner plus de sens pour moi à un travail d'équipe. Mmh et ça favorise, bah, ju aussi, l'inclusion parce qu'on est tous différents et le fait aussi de sensibiliser, les personnes à ce qui convient davantage à soi. Hem, Parfois certains, c'est parce que, voilà, ils y ont pas pensé parce que, mais sans aucune, et si voilà, s'ils savaient que, bah, par exemple, tes préférences étaient celle-ci ou celle-là, seraient complètement OK, pour s'y adapter donc voilà. Mais c'est vrai que même en tant qu'entrepreneur, je dirais là, on a sa journée, on peut la remplir comme on le veut. C'est aussi, je pense intéressant de regarder naturellement, ce qui nous vient, comment on fonctionne, ce qui est le plus facile pour nous, à quel moment de la journée, quel type d'activité et cetera,
pour essayer de voir finalement ce qui. Oui, c'est ça, trouver sa propre recette, quoi. Trouver sa place. Oui. Aujourd'hui, il me semble, et je pense que oui, les entreprises, comme on le disait, sont beaucoup plus ouvertes à ces questions de bien-être au travail et de justement que le salarié soit à son plein potentiel. Quels sont les types d'entreprises qui aujourd'hui font appel à toi en ce sens? Moi, j'ai pas mal travaillé là, ces dernières années avec des entreprises issues de la tech parce que ce sont des domaines qui sont en plein essor, où il y a quand même un sujet autour de la pénurie des talents. Et donc, ceux qui sont là, on prête vraiment attention au fait qu'ils se sentent bien. Voilà, bon, il y a une question de productivité derrière, hein. C'est sûr que quelqu'un qui se, qui se sent bien va être plus créatif, avoir plus envie aussi de, 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 de contribuer à l'équipe, etc., de proposer des idées. Donc, il y a cette question qui se pose. Et aussi, après, là, c'est aussi ma propre perspective. J'ai aussi rencontré des profils au potentiel dans ce type de secteur. Mais cela dit, voilà, c'est aussi le cas dans des grands groupes aussi où on prend conscience du fait qu'on a beaucoup de profils différents et dans un monde qui change, incertain, et cetera, comme on l'a pu voir, ces dernières années en particulier, on se dit: «Tiens, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut être, plus innovant?» Donc sortir du cadre, pour, imaginer des services, des produits, une façon de faire qui est complètement différente de ce qu'on a toujours fait et dans ce cadre-là, c'est important de favoriser, la diversité, des propositions, différentes, des parcours atypiques qui ont peut-être vu des personnes, qui ont peut-être vu des choses différentes, des pratiques différentes et qui seraient, intéressant d'écouter. Voilà, plutôt que d'amener une façon de voir, formatée, qui au contraire ne va pas, favoriser l'innovation. Donc, dans ce que tu as pu rencontrer jusqu'à présent, tu as eu à la fois de grands groupes Ouais, et à la fois des, je sais pas, des startups ou des PME, des entreprises de plus petite taille. oui, ouais, tout à Ok. fait. Donc, c'est vraiment pas Après, il y a ciblé. peut-être, après il y a aussi peut-être mon propre parcours, hein, parce que je suis, je sors d'une école d'ingénieur, en informatique, je suis ingénieure, de formation. Du coup, j'ai travaillé plutôt avec des groupes, industriels. Hem, voilà, donc il y a peut-être cet aspect-là, quoi. Ok, mais je trouve ça très intéressant de voir que c'est pas forcément réservé à des jeunes entreprises de type start-up ou petites entreprises, mais qu'aussi les grandes entreprises sont ouvertes à ce changement et à cette prise de conscience. Mmh, tout à fait. Alors, j'ai imaginé un petit exercice. Mmh. Donc, essayons un exercice de visualisation. Si tu devais imaginer une société où le bien-être au travail serait la norme, quelle serait cette vision? Hem, pour moi, ce serait, une société où, j'ai j'allais dire, où chacun peut trouver sa place, est en mesure de s'exprimer, qu'il y a une certaine écoute, de la part de voilà, du management, des collègues, et cetera. Qu'il y ait, ouais, une culture qui favorise, l'écoute, la prise en compte peut-être des particularités de chacun. Hem, voilà, par exemple, la crise, enfin le covid et cetera, a quand même permis de montrer que, enfin a mis en lumière, je veux dire, la différence qu'il peut y avoir entre, les situations, des uns et des autres.
et je trouve a beaucoup individualisé la façon dont, par exemple, un manager va gérer son équipe ou dont l'équipe fonctionne. Par exemple, un tel et un tel, bah, eux, ils peuvent très bien télétravailler parce qu'ils ont un environnement qui 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 va bien et pour certains, voilà, ça leur convient pas du tout ou alors chez eux, ils ont pas du tout, le comment dire? L'espace pour le faire, et cetera. Enfin, pas les dispositions, on va dire, matérielles, pour être bien. Ben, voilà, bon, du coup, comment on prend ça en compte? Ben voilà, donc c'est la prise en compte des contraintes, des besoins, individuels. C'est pas toujours évident à faire parce que, on a quand même envie, de créer comment dire? Un sentiment d'appartenance, mais c'est au moins de se poser la question et de d'essayer de trouver des réponses, d'avancer là-dessus. Là, la prise de conscience de cet aspect-là, c'est-à-dire que chacun va être différent. Heu, Qu'est-ce que veut dire bien-être, pour quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre? Pour certains, ils veulent plutôt de l'autonomie, dans la gestion de leurs, activités, finir à telle heure et cetera. Pour d'autres, il voudra peut-être travailler 4 jours par semaine, un tel, il voudra travailler que sur, tel type d'activité. Bah, voilà, c'est de pouvoir créer une culture dans laquelle chacun peut peut-être s'exprimer, qui va se sentir entendu et après, de 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 discuter, d'échanger ensemble de façon constructive sur comment est-ce que ça pourrait se mettre en place. Que tout n'est peut-être pas possible, dans l'absolu, donc comment est-ce qu'on arrive à une situation qui est OK pour, pour les personnes, qui travaillent, quoi? Est-ce que ça signifie de passer à un mode de hiérarchie pyramidale à un mode de hiérarchie plus horizontale? Je dirais que la position le rôle d'un manager, d'équipe, a beaucoup changé. Parce que justement pour pouvoir faire ça, ça demande quoi? De créer, voilà, un environnement dans lequel chacun se sente en mesure de s'exprimer. Ça veut dire que dans son rôle, par exemple en tant que manager ou même d'organisation, hein, si je pense plus large, ça veut dire que, de créer un environnement, dans lequel il est possible voilà, de dire, A ou B et que ça va être reçu, ça va être entendu. Heu, ce qui est pas, forcément, automatique, hein, pour certains. Et aussi, bah, pour les employés, les salariés qui travaillent, de pouvoir exprimer aussi ce qu'ils souhaitent. Ce dont chacun ne nous enfin, tout le monde n'est pas à l'aise de la même façon pour le faire. Heu, voilà. Est-ce que justement tu aurais un outil ou une bonne pratique? On parle beaucoup d'outils d'intelligence collective en ce moment. Est-ce que justement tu as un outil qui pourrait permettre en début de réunion ou au cours d'une journée de permettre aux gens de s'exprimer et de mettre sur la table leurs besoins? Bah, il y a une approche qui est assez, intéressante, à regarder, c'est, la communication non violente. Hem, donc l'idée c'est de, hem, transmettre, d'exprimer un message, un besoin, une demande, d'une certaine façon pour que ce ne soit pas perçu par l'autre, comme un message agressif, quoi. Qu'ils se sentent que ça le mette sur la défensive. Donc la première étape, c'est de partager les faits, donc plutôt de dire, «Tu es arrivé en retard», bah, de dire, «J'ai vu que» enfin voilà, «il était, 12:45, quand, tu es arrivé». Hem, de partager un fait donc qui n'est pas, comment dire? Qui ne puisse pas être, challengé par d'autres, qui est vraiment objectif. Ensuite, de partager ce que ça nous a fait à soi. Donc, je me suis sentie agacée, et cetera et pareil, d'éviter d'utiliser, «tu». Hem et ensuite d'exprimer son besoin. Donc, «J'ai besoin pour l'équipe que tu arrives, voilà, à telle heure pour qu'on puisse commencer, tous ensemble. Hem, c'est important pour moi que chacun,
sente que son temps est respecté, par exemple, je dis n'importe quoi. Et ensuite, la demande, voilà, est-ce que la prochaine fois, si tu arrives en retard, tu pourrais me prévenir? Ou encore mieux, en mode co-construction, comment est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça, ça n'arrive pas ou, voilà. Donc, c'est Très une bien. Donc, façon de, voilà, oui, oui. d'exprimer un message en enlevant toute la, comment dire, les éléments qui peuvent faire en sorte que l'autre se sente, voilà, se sente attaqué et ça le met dans de meilleures dispositions pour ouvrir un dialogue, quoi. Donc, au final, voilà, que chacun s'approprie ce mode de communication non violente pour permettre des échanges beaucoup plus sereins et constructifs au sein de l'équipe. Oui. Et pour ceux qui gèrent une équipe ou qui font partie d'une équipe avec des profils très différents, c'est aussi de regarder qu'est-ce que naturellement je fais facilement et que je mets au service de l'équipe. Plutôt que chacun dans son coin fait ses petites tâches. Et on sait très bien que, OK, on peut pas être parfait partout, enfin, on peut pas être bon partout. Donc, c'est ce sur quoi je suis bon, très bien. Est-ce que je peux l'amener d'une façon peut-être plus systématique ou à d'autres collègues et vice-versa. Voilà, si je vois que sur un truc, vraiment, j'ai du mal et que c'est poussif et que j'y arrive pas, d'aller solliciter un de mes collègues qui serait peut-être ravi de m'aider, quoi. C'est aussi de faire attention à naturellement ce qui est, heu, ce qui est facile pour soi et d'aller chercher auprès des différentes personnes de son équipe, justement, et là, on fait appel à l'intelligence collective, à l'efficacité collective. J'ai justement, cette semaine, voire même plus précisément hier, expérimenté un nouvel exercice d'intelligence collective. Alors, j'ai Ouais. plus le nom, mais c'est un panier, on va dire, faire ses courses, Mmh. qui vise à ce que chacun écrive sur un post-it un besoin. Oui. Euh, voilà, donc chacun va aller coller ses post-it de besoin. Alors je dis Mmh. n'importe quoi, j'ai besoin d'aide en Excel pour m'aider à faire mes tableaux, etc. Et ensuite chaque personne individuellement va faire la même chose, mais sur ce qu'elle offre, ce qu'elle peut offrir à quelqu'un. Donc je peux offrir 2 heures cette semaine pour former quelqu'un sur Excel. Et chacun va aller regarder les post-it et mettre en accord les offres et la demande au final. Et voilà, pour vraiment utiliser les facilités des uns et des autres, voir en Mmh. même temps, quand on a une liste de besoins, on a aussi plus de facilité à se positionner, de dire, ah, mais ça, je sais faire, donc je peux aider la personne, parce que c'est vrai que quand c'est facile pour nous, on n'en a pas Mmh. forcément conscience. Et j'ai Mmh. trouvé cet exercice très intéressant, justement, au sein d'une équipe, pour exploiter les Mmh. dons de chacun et au final gagner en temps, en productivité, former les uns et les autres, vraiment favoriser l'entraide. Mmh. Et puis, c'est aussi un moyen de reconnaître aussi, le talent de quelqu'un, des personnes qui font des choses qu'elles apprécient, qu'elles sont reconnues pour ça aussi, par leurs équipes, voilà. C'est aussi, hem, voilà, un moyen de reconnaître, la compétence, de chacun. On C'est va un bon passer exercice, maintenant, oui. ouais, on Mmh. va passer maintenant à la question tabou. Mmh mh. Alors, j'ai pu voir sur ton parcours que tu mettais vachement en avant justement tes diplômes de coach. Mais Oui. est-ce que tu utilises d'autres dons ou une sensibilité particulière pour aider tes coachés, euh, l'énergie ou l'intuition ou d'autres subtilités de ce genre? Beaucoup, beaucoup l'intuition et ce que moi je ressens. Donc ça va être, la sensibilité effectivement et l'intuition. Je j'intégrerai bientôt, voilà, petit à petit, c'est vrai que c'est intéressant de voir, comment intégrer d'autres approches. Mais déjà rien que ces 2 ces 2 éléments, m'apportent,
beaucoup dans la façon dont je capte ce que dégage le coaché. Et il y a aussi des questions qui sont un peu plus issues de l'approche systémique, ça veut dire on regarde la personne, mais on pose aussi des questions sur comment elle voit son système. Voilà, donc je dirais que ce sont peut-être les trois approches voilà, qu'on perçoit pas forcément, c'est vrai, sur lorsqu'on se présente en tant que coach, mais c'est vrai que le coach s'utilise beaucoup comme un moyen de percevoir son coaché, qui est pas qui est pas unique. Donc la façon dont je vais percevoir le coaché, ça va pas être ça va pas être la façon, ça va pas être la vérité, mais ça va être ma façon, et le fait que je lui amène ma perspective, bah pareil, ça va faire bouger un peu son système et puis faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est vrai que l'intuition, la sensibilité, le fait de voilà, de voir des choses, par exemple notamment non verbales, hein, quand quelqu'un dit quelque chose et que le corps traduit autre chose, ou on commence à voir des liens entre différents éléments qu'amène le coaché, de pouvoir connecter les choses d'une certaine façon et puis de le partager, de dire bah, par rapport à ce que j'ai entendu, moi ça me fait penser à, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en dis, et voilà, après ça débouche sur ça amène une discussion. Tu parlais justement d'utiliser peut-être d'autres outils au fur et à mesure, voilà, de remplir ta boîte à outils. Tu pensais à quoi? À l'hypnose, par exemple, ou Tout ce à fait. genre? Ok. Oui, tout à fait. L'hypnose, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup le dessin. Donc, de dessiner, un peu comme de la facilitation graphique, ou en tout cas, ou du mind map, par exemple, pour aider la personne à visualiser sa situation et puis ce qu'elle a fait dans cette situation. Enfin, où elle se positionne, et puis peut-être qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée là à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait qui fait qu'elle reste dans cette situation et qu'elle n'est pas déjà sortie auparavant. Voilà, donc des outils de facilitation visuelle, enfin, graphique, et l'hypnose aussi, que je trouve qui est un levier intéressant. Eh ben, super, une belle boîte à outils à venir et déjà construite. Nous arrivons presque à la fin de cette interview. Nous passons maintenant à ce que j'appelle la question girly. Quelle serait ou quelle est ta routine bien-être, ta routine équilibre de type Miracle Morning? Euh, voilà, et est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours? C'est pas forcément un mantra, mais quelque chose que je fais. C'est avant de commencer ma journée, quand j'allume mon ordi et que voilà, je commence ma journée, c'est peut-être d'écrire une question à laquelle j'aurais envie de répondre dans la journée. Là, je partage quelque chose qui peut-être est moins standard, hein. Après, le fait de faire des to-do list, tout ça, bon, bah, ok, je pense que c'est assez connu, etc. Mais ce que je fais là, c'est que j'écris une question à laquelle j'ai envie de répondre, et puis je la laisse là à côté de moi. Et, au fur et à mesure de ma journée, bah, effectivement, des fois, au fur et à mesure des événements, bah, je regarde cette question et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a permis d'avancer par rapport à la question que je me pose? Là, c'est plutôt la synchronicité que j'utilise pour voilà. Donc c'est aussi une approche d'ailleurs, mais du coup, j'intègre aussi ça dans ma façon de travailler aujourd'hui. Super, et ben je connaissais pas cette méthode, cet outil, ce petit tips. Donc la question avant de commencer sa journée et qui nous trotte en tête et voir ce qui vient au fil de l'eau. Super.
Eh ben, merci beaucoup. Je sonne le clap de fin de ce podcast, mais avec une nouveauté. Et vous me direz, chères auditrices, ce que vous en pensez. Je conclurai désormais mes épisodes avec le portrait. Tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors c'est parti, Evelyne. Juste reçois ce que j'ai pu percevoir de toi. Alors, déjà, merci pour ton partage et ta présence du jour. Ce que j'ai ressenti, en tout cas, à travers mon enquête et notre échange du jour, c'est vraiment ton écoute active et voire même indéfectible, analytique, j'ai envie de dire. Cette profonde présence et bienveillance. Et j'ai aussi perçu de toi beaucoup de détermination, de structure pour tes coachés, de belles et grandes ambitions pour ce monde et aussi beaucoup de douceur, une sorte de voile comme une bulle toute douce de bienveillance, de protection que tu as envie de partager et de diffuser dans ce monde au niveau personnel, je suppose, mais en tout cas aujourd'hui sur les coachés professionnels que tu accompagnes. Donc, pour tout cela, Evelyne, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn et via mon site, donc evelynetan.com. Voilà. Et est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé? Déjà, merci à toi, Christelle, pour cette invitation à ton podcast. Et voilà, donc ce que j'aimerais laisser, je dirais en dernier message, c'est l'importance de se connaître et, et, et de dire que c'est possible de trouver sa place en étant soi, avec sa singularité, et pour vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, ceux qu'on fait professionnellement aussi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne, pour cette interview. Merci à toi.